nouvel épisode du First Talk. Nous sommes lundi. Erwan est là, comme d'habitude, on est tous les deux hein, dans un endroit un peu cosy, un peu al dente, j'ai envie de te dire. Un peu al dente, Rien donc pas à trop voir. cuit. Hein, Ouais, pas on trop cuit. Si on se fie Pas à la trop définition, reste sur les termes en anglais, je pense que ça te va beaucoup mieux que l'italien. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Merci Apollo hein, d'avoir enlevé le ballon qui cachait mon gobelet de café. On va faire le petit programme tranquillement de la journée, mais avant ça, on a une petite annonce à faire qui suit à celle de jeudi, évidemment sur les voyages aux États-Unis, ceux qu'on fait annuellement avec Sport US Travel. Donc ça se déroule cette fois-ci à New York, fin février, avec deux affiches à voir. La première, ce sont les Knicks face aux Hornets. Donc on va voir Tony Parker, on va voir Nicolas Batum et on va voir Frank Ntilikina, pardon. Et l'autre match ce sera Kemba Walker, tu peux en rajouter. et Kemba Walker. En fait c'est Nets Hornets et donc Knicks Cavs. Donc voilà les deux affiches. La fan expérience ce sera de faire une belle photo sur le parquet et de voir le pré-game shoot around. Et pour avoir eu la chance de voir les mecs s'échauffer l'année dernière à Los Angeles notamment, je peux vous dire que voir des joueurs NBA s'échauffer, c'est toujours impressionnant. Et de mettre les pieds sur un parquet aussi mythique que le Madison Square Garden, voilà, quand on est La Mecque du basket. La Mecque du basket. Ouais. Bon, ça fait longtemps que les prières sont plus entendues là-bas, mais en tout cas, on continue de prier. C'est clair. Alors, on vous suit dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Bonjour à tous. Vous faites kiffer d'être si nombreux, alors qu'il est très très tôt, un lundi midi, vous faites kiffer. Au programme aujourd'hui, on reviendra donc sur le petit transfert. Oui, un bisou à Max Namadam qui est dans les commentaires. Donc aujourd'hui, un focus donc sur le transfert de Jimmy Butler du côté de Philadelphie. On fera les deux parties, à la fois les Sixers, puis les Timberwolves. Il y a plein de choses à dire. On va parler du cas Carmelo Anthony qui pourrait se faire couper par les Rockets. C'est incroyable. On parlera de lancer franc avec LeBron James qui a pour habitude en ce moment... Craquette. Et enfin, le dernier sujet de la journée, ce sera un truc un peu fictif, un peu marrant qu'on avait envie de faire. Duke contre les Cavs. Est-ce que les joueurs de NCAA pourraient battre les pros? En fait, la question, c'est est-ce que certainement la meilleure équipe universitaire du moment pourrait battre la pire équipe NBA? On va y répondre, c'est toujours marrant de se poser ces On est questions. en plein fantasme, mais on adore ça. Mais nous, on est dans le fantasme. On est dans le fantasme. D'ailleurs, ça commence maintenant, c'est parti. Vas-y, Polo. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Il était temps, Erwan. Ça y est, Jimmy Butler a été évacué d'une situation catastrophique dans le Minnesota. Alors, je vais te faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Enfin, il y a 3 jours, puisque c'était samedi le transfert. En plein road trip à l'ouest, nos amis du Minnesota se déplaçaient à Sacramento. Défaite qui fait tâche. Jimmy Butler était dans une phase où il jouait quand il le décidait, il était sur le banc quand il le décidait aussi. Ce match-là, il joue 41 minutes pour 13 petits points. On va pas retenir ça, on va surtout retenir que dans la foulée, Tom Thibodeau décide enfin de dire « Stop !» On en a marre, on ne peut plus continuer dans cette situation, ce n'est pas propice à la haute performance, donc il décide d'accepter ce trade avec les Philadelphia 76ers. Et donc, voici le récap du trade, mon cher Erwan. Jimmy Butler et Justin Patton est envoyé du côté de Philadelphie contre Dario Saric, Robert Covington et Jared Bayless. Il y a aussi un second tour de draft. On voit qu'il y a un joueur plus important dans le trade que l'autre. Bayless, Justin Patton, il n'a même pas eu le droit d'avoir son nom dans le truc. Alors, c'est Tom Servino qui fait les tableaux. Apparemment, Jared Bayless lui a détourné une meuf en soirée. Hein. Et un second tour de draft 2022, en gros, les Wolves, je crois, récupéreront le meilleur des deux choix. Deuxième tour, c'est pas très, des deux équipes, donc c'est pas très intéressant. Erwan, d'abord, la première question, c'est quand tu as vu ce trade, quelle était ta réaction? Enfin pour les Timberwolves et enfin surtout Tom Thibodeau. Pour le bien de son équipe, parce que c'était quand même, on en parlait la semaine dernière, c'était assez incroyable. Pour le bien de son équipe, il fallait que Jimmy Butler se barre. Alors on sait qu'il avait un attachement particulier à ce joueur, mais il a d'ailleurs plombé le début de saison de son équipe. Est-ce qu'il a plombé la saison entière de cette équipe-là? Moi, on en parle dans un quart d'heure. Je suis pas loin de le penser. En tout cas, il fallait faire quelque chose. Ils l'ont fait. Pour moi, c'est déjà trop tard, mais en tout cas, il fallait intervenir. Ils l'ont fait. Donc du coup, moi, pour répondre aussi à cette question-là, je suis comme toi. Au bout d'un moment, enfin, et on a senti tous les fans des Wolves, surtout sur Twitter et tout ça, être dans le soulagement le plus total. Ils en avaient marre de voir ce cirque, de voir cette équipe qui ne marchait pas, qui se marchait sur la tête. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que Thibodeau sera en place plus tard dans la saison? Encore une fois, on va parler de Minnesota dans quelques instants. D'abord, allons du côté chaud quand même, c'est Philadelphie. Philadelphie qui récupère donc
Je l'appelle le 3e All-Star. Alors oui, Ben Simmons n'a jamais été All-Star. Mais... On peut imaginer qu'il le sera très rapidos en février 2019, par exemple. Donc, Joel Embiid sur le poste de pivot. Vous avez Ben Simmons en tant que meneur, ailier, on va en discuter. Et Jimmy Butler qui arrive. Est-ce que c'est une progression pour l'équipe? C'est une progression, oui. Je me souviens l'année dernière, quand on avait fait le bilan de Philadelphie, moi, j'avais pointé peut-être l'évolution à voir de... C'est toi qui avais pointé ça? Non, l'évolution du coach. Moi, j'étais allé là-dessus. Brett Brown. J'étais sur Brett Brown. Et toi, tu m'avais dit, moi, je vois plus une évolution sur le poste 3. Robert Covington a pas mal de trous d'air, c'est un défenseur sérieux, mais je pense qu'il leur faudra un joueur plus fort sur le poste 3, et c'est exactement ce qui leur arrive aujourd'hui avec l'acquisition de Jimmy Butler. Alors d'un point de vue d'abord psychologique, j'ai envie d'aller, avant de parler du sportif. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que Jimmy Butler va avoir une bonne attitude? Parce que en fait, le vrai truc, c'est que j'ai l'impression qu'en retournant à l'Est, dans une belle équipe qui joue la finale de NBA, on peut imaginer qu'il soit concentré, qu'il ne foute pas la merde. Quel objectif d'aller en finale NBA. Moi, je suis très curieux, en fait. C'est aussi excitant qu'inquiétant pour Philadelphie, parce que moi, le comportement de Jimmy Butler de ces dernières semaines, ces derniers mois, pour moi, est très inquiétant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est à Minnesota, il arrive dans une équipe qui n'était pas la sienne. C'était Karl-Anthony Towns et Wiggins qui étaient instaurés. On a vu que ça a été très compliqué pour lui. Il a pris le leadership aussi. Ouais, il l'a pris, mais ça s'est mal passé. C'est vrai. Là, il arrive avec Ben Simmons qui est déjà installé, avec Joel Embiid qui est déjà installé, Joel Embiid qui est carrément sur des stades de MVP. Maintenant, j'ai l'impression quand même que Ben Simmons et Joel Embiid ont beaucoup plus de caractère, sont des gens beaucoup plus affirmés que ce qu'était Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins à Minnesota. T'es pas d'accord avec ça? Si, je suis entièrement d'accord avec ça. Et alors donc, je me pose la question, est-ce que des caractères plus affirmés peuvent-ils accepter et intégrer un joueur comme Jimmy Butler? Je l'espère d'ailleurs. Les premières déclarations, vas-y mon cher Polo, celles des deux stars de Philadelphie que sont Ben Simmons et Joel Embiid, leur réaction. Ben Simmons nous dit c'est un nouvel All-Star dans l'équipe, c'est un joueur qui peut scorer, apporter son leadership et son expérience de vétéran. Il va s'intégrer aussi, il n'a pas parlé de défense, c'est Joel Embiid qui le fait. Il va beaucoup nous aider offensivement et surtout défensivement. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, je suis pressé de voir où est-ce qu'il peut nous mener. Alors on ne va pas enlever les qualités à la fois de Robert Covington qui était dans les All-NBA Defensive l'année dernière, de shoot aussi, de spacing, Darius Saric aussi dans un poste 4 qui certes ne faisait pas un bon début de saison, mais qui permettait à l'équipe, à Joel Embiid et Ben Simmons d'avoir de l'espace et à marquer le flux aussi. Quand je vois Jimmy Butler qui est un joueur aussi de mi-distance, de drive, qui slash et tout ça, je me pose la question tactiquement, comment ça va se passer? Ils ont toujours Mike Muscala pour apporter un petit peu de directeur. Ils ont JJ Redick et le petit Shamet. Mais on en parlait avant l'émission, c'est vrai qu'en récupérant Butler, c'est quand même un vrai poste 3 qui va pouvoir s'opposer, et on va y revenir tout à l'heure, à d'autres qui marchent très fort aussi à l'Est sur ce poste-là. Mais en même temps, tu perds un peu en profondeur de banc. Et peut-être qu'il va falloir sentir, tenter des coups, voir sur le marché qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer. Alors avant de parler d'autres coups, je veux vraiment parler des 3 stars et de ce qui va se passer. Aujourd'hui, on va imaginer le 5 majeur. Markel Fultz sur le poste 1, même si Ben Simmons est dans l'équipe. JJ Redick devrait retourner dans le 5 majeur. A priori, il a commencé la saison en 6e homme. C'est le 2e marqueur de l'équipe. Il est très très fort. Il a plus de 17 points par match avec des hauts pourcentages. Ça marche bien, 6e homme. Et ça marche très bien. Donc, ça marche très bien. Le problème, c'est que tu perds un mec du 5 majeur en Covington qui est remplacé par Jimmy Butler. Et Saric, il n'y a plus de poste 3. Moi, je le laisserai. Tu laisserais quoi? Je mettrais le petit Shamet. Je mettrais le petit Shamet pour starter. On sait que JJ Redick finira. Je mettrais le petit Shamet pour starter. Pas mal. Et je mettrais Jimmy Butler en 3. Et surtout parce que j'aime beaucoup le rôle de JJ Redick en sortie de banc. Et du coup, en mettant Redick en sortie de banc, tu ne mets pas tes œufs dans le même panier. Du coup, tu t'offres tous tes œufs. Tout est dans le même panier. Et tu gardes surtout une petite tu gardes un petit peu de profondeur de banc. Intéressant. Alors continuons sur le 5 majeur, Joel Embiid n'a pas bougé. Mais donc Ben Simmons qui était un meneur de jeu très grand mais avec le physique de poste 4, on sait qu'aujourd'hui il y a une espèce de problème sur la profondeur, mais sur le poste 4 aujourd'hui, parce que Saric remplissait cette case et Muscala était là aussi pour être un soutien soit d'Embiid avec Amir Johnson ou jouer poste 4 avec Joel Embiid. Donc aujourd'hui je te pose la question, est-ce que Ben Simmons doit carrément devenir un poste 4, certes moderne, qui monte la balle, qui fait des passes, mais poste 4 et plus meneur de jeu comme on l'a vu l'année dernière? Moi, en fait, c'est surtout quand il est sur le terrain avec Markel Fultz que ça me pose problème. Moi, que Ben Simmons joue 1 ou 4, ça me pose pas beaucoup de problèmes parce qu'on sait que les 4, à l'image d'un Draymond Green, d'un LeBron James, ils peuvent monter la balle et avoir la création. Moi, le problème que j'ai avec Ben Simmons, c'est quand il est sur le terrain associé à Markel Fultz. Parce qu'on sait que Markel Fultz a un peu plus de mal à être décalé en poste 2 et du coup, les deux se marchent dessus et on retombe dans ce problème de spacing. Moi, je crois que c'est surtout le rôle qu'on veut donner à Markel Fultz et surtout, ne pas oublier que l'année dernière, finalement, Ben Simmons, quand on lui a filé la main, quand on lui a filé la création, il avait réussi une super saison de rookie. Il a d'ailleurs été élu rookie de l'année. Moi, je crois que c'est surtout cette association avec les deux-là
Et pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à croire en Markel Fultz. Donc là, on se retrouve quand même avec un 5 majeur, admettons qui est Landry Shamet, avec Markel Fultz qui ne peut pas mettre un tir à plus de 3 mètres, Ben Simmons qui ne peut pas mettre un tir à plus de 3 mètres, Jimmy Butler, pour revenir à lui, qui était un joueur, on l'a vu sur les stats avancées là, sur ces dernières saisons à Minnesota, qui joue peu de pick and roll, qui joue beaucoup de post-up, qui joue beaucoup dans la création pour lui-même, qui fait peu de passes décisives sur du drive and kick, et qui n'est pas un joueur de spacing qui va attendre sur les ailes ce qu'était Robert Covington et ce qu'était aussi Saric. Donc tu te retrouves quand même dans une équipe qui était aussi l'un des problèmes à Minnesota, où ça va être très compact, parce que tu as beaucoup de joueurs qui sont capables de créer pour les autres, mais ça va manquer de shooter extérieur. Après, je sais qu'Embiid, bon, est très fort en post-up, est un petit peu au large aussi, et on sait que dans ce basket moderne, les postes 3, des fois, on insiste beaucoup plus, des fois, il y a plus de systèmes aujourd'hui dans le basket moderne pour des postes 3 en post-up que pour des pivots. Bon, en fonction des qualités des joueurs. Voilà, enfin, quand c'est LeBron, vaut mieux. Hein. Voilà, exactement. Tyson Chandler, c'est plus relou. Donc, et moi, j'en reviens à ce que je disais, tu voulais un poste 3 plus fort que Robert Covington, tu l'as. Maintenant, moi, je vais attendre Brett Brown, voir comment il va réussir aussi à adapter ses formes de jeu. Quand il y a un mec comme Jimmy Butler qui arrive dans ton effectif, forcément, tu vas devoir réadapter un petit peu les choses. Il va falloir aussi qu'il chope 1 ou 2, 3 mecs. Attends. Restons encore, j'ai envie qu'on reste vraiment sur Jimmy Butler, parce que ça peut aussi devenir, avec Joel Embiid, qui est un leader défensif, vraiment une arme explosive en défense. Robert Covington était un bon défenseur, mais là, c'est encore le niveau au-dessus, j'ai l'impression. S'il s'y met. Il va s'y mettre. Après, c'est pas un mec qui triche sur le terrain. Il peut faire de la merde en dehors. On l'a vu avec Minnesota. Sur le terrain, quand il y est, il ne triche pas. Et moi, quand je vois le début de saison de Kawhi Leonard, je me dis, vaut mieux avoir un mec, comme Jimmy Butler. Mais vaut mieux avoir un mec pour s'opposer, ou Antetokounmpo. C'est très bien qu'ils aient pris ce mec-là, parce qu'ils vont les croiser, voir les deux, au moins une équipe des deux. Et c'est bien d'avoir un Jimmy Butler pour aller s'opposer à ces mecs-là, parce qu'ils sont en train de marcher sur la conférence Est. Et forcément, quand tu construis ton équipe, tu as besoin de dire, bah tiens, putain, j'ai lui pour s'opposer, parce que sinon tu te fais marcher dessus. Et aussi, je pense à Oladipo, Jimmy Butler va aussi aller pouvoir s'opposer, et aussi à tous les ailiers, parce qu'ils sont environ 170 du côté de Boston. Dernière question par rapport au profil de l'effectif. Il se retrouve aujourd'hui avec Joel Embiid donc à l'intérieur, Amir Johnson et Muscala comme réel intérieur. Alors Boston aussi ne joue qu'avec alors Ford, Baines et Daniel Theis, a priori. Ouais. Mais est-ce qu'on va retrouver ce même profil? Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir toute la saison comme ça? Ouais, mais alors la différence avec Boston, c'est qu'il y a un collectif autre pour moi. Le collectif de Boston en attaque est supérieur, même si le bilan de ce début de saison est quand même loin des attentes. Je trouve que il y a un meilleur coach et que le collectif, il y a un mouvement du ballon beaucoup plus intéressant, un jeu sans ballon. On est encore, pour l'instant, je trouve, à Philadelphie, on est encore un peu trop dépendant de Joel Embiid. Et d'ailleurs, on voit bien même que Ben Simmons a du mal encore à confirmer. Alors attention, ils ont tout le talent pour. Mais là, le coaching staff, et Brett Brown le premier, va avoir un vrai travail pour retrouver un petit peu d'espace et que le ballon bouge un petit peu plus. On rappelle que dans cette prise de risque, parce que c'est une prise de risque du côté de Philadelphie, qui décide de casser le trust de process, parce que Darius Saric était là aussi depuis le début, que Robert Covington s'est éclaté là-bas, qu'ils lui ont fait confiance en le re-signant. Jimmy Butler est en fin de contrat cet été. Alors je te pose la question, est-ce que tu penses d'abord que ça va matcher? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que ça va être un projet sur le moyen terme avec Jimmy Butler à Philadelphie? Jimmy Butler, on l'a découvert à Chicago, qui est une ville de muerte. Tu vois, c'est une ville dure. Je pense qu'à Philadelphie, avec l'histoire de Philadelphie, c'est quelqu'un qui peut très vite incarner aussi les vraies valeurs de cette ville et de cette franchise mythique. Ce qu'il a fait à Minnesota, il a tout intérêt maintenant à dire, ok, c'était une période noire de ma carrière. Maintenant, j'arrive à Philadelphie avec un mec comme Embiid, du grand Wawa. Je pense qu'il va pouvoir un peu plus s'éclater qu'avec les gentils Timberwolves qui, pour moi, ont été beaucoup trop gentils avec lui, qu'on sait faire beaucoup trop de choses. Je pense qu'Embiid sera capable de lui dire hey, vas-y, ferme ta gueule. J'espère. S'il y a besoin de le dire. Dans l'idéal, voilà, on aimerait qu'il n'y ait pas besoin de le dire. Dans l'idéal, on peut imaginer que Jimmy Butler arrive hyper concentré, hyper dans l'implication mentale des grands moments, parce qu'il vient aussi pour ces moments-là. Quand ce sera en play-off, que ce sera un deuxième tour de play-off face à Boston, il est capable de mettre ses gros tirs, ses gros step-back dans la gueule pour te faire passer ce cap. Et c'est pour ça qu'ils le prennent, parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent passer un cap. Encore une fois, il a une player option l'année prochaine à 19 millions. On imagine qu'il va sortir pour signer un contrat à plus de 100 millions. Wow, je voulais rajouter, tu n'es pas sans savoir que Joel Embiid a joué à la fac avec Andrew Wiggins. Tout à fait. À Kansas. Et que donc ils se sont appelés et que Andrew Wiggins a dit Jimmy Butler, alors ok, c'est des fois parfois. Il a peut-être baisé ma meuf. C'est parfois un mec compliqué. Non, c'était Towns. Ouais, il paraît que c'était un plan à 3. Et il dit mais par contre, c'est un mec qui est omnibulé par le fait de vouloir gagner. Et pour moi, vous allez devenir une top équipe de l'Est, voir les favoris de la conférence Est. Et puis il y a toujours cette légende des gens qui ont joué avec Jimmy Butler en disant vaut mieux l'avoir dans ton équipe
que contre. Donc voilà, moi je suis très curieux de voir les débuts de Jimmy Butler et surtout les ajustements tactiques parce que forcément, va y en avoir. Alors du coup, tu parlais de ça vite fait, en 2 mots. Est-ce que tu as des mecs qui te viendraient à l'esprit, dites-nous dans les commentaires tout de suite d'ailleurs, si des gars voilà, qui pourraient venir renforcer l'équipe sur des postes 3-4 Des mecs qui sont un peu en perdition dans leurs équipes mélo. Oh, l'horreur. L'horreur. Non, je sais pas, mais je sais que tu vas m'en proposer et j'aime bien. Non, moi, il y a un gars, je pense qu'il faut absolument qu'ils aillent le prendre. Parce que l'année dernière, ils ont quand même perdu Ilyasova et Bellinelli qui n'ont pas vraiment réussi à remplacer sur des postes extérieurs shooters. Pour moi, il y a un gars qui dort à Cleveland, il s'appelle Kyle Korver. Il faut tout faire pour aller le chercher. Un vétéran du leadership et qui va t'apporter, avec JJ Redick, tu vois, dans ce même genre de système, qui va t'apporter autour des drivers et kickers de l'adresse. Après, j'ai du mal à. Ça sera un retour au Bercail. Un retour au Bercail, exactement. On voit Trevor Ariza. Trevor Ariza, il a un énorme contrat, c'est peu plausible. Ouais, donc c'est pour ça qu'on réfléchit puis, à des mecs soutiers. Ils ont Wilson Chandler aussi, bon, qui pour l'instant est fantomatique, mais qui lui sur le poste 3-4 peut aussi amener, des solutions. Il faut que Wilson Chandler revienne à un bon niveau et qu'il soit, parce que défensivement il va être bon et dans l'adresse aussi, il faut qu'il revienne. Il a joué que 3 matchs pour l'instant et il n'a pas joué le dernier, c'est encore répété. Kevin Love, c'est impossible, un énorme contrat. Buyout Ariza, faut pas rêver. Dites-nous dans les commentaires sur YouTube si il y a des mecs comme ça qui vous viennent à l'esprit sur les postes 3-4, un peu défensifs. C'est clairement une bonne idée. Clairement, et puis autour de mecs comme Ben Simmons, c'est important d'avoir ces mecs-là. Bellinelli s'est éclaté, JJ Redick s'éclate aussi là-dessus. Donc c'est vrai que rajouter un mec comme ça exclusif, et lui, il a besoin d'un nouveau challenge, j'ai l'impression. Je crois aussi. Quelques commentaires, mon cher Polo. Je crois qu'on a pris des petits commentaires sur Twitter en termes de réaction quant à ce trade. Alors, Thomas Lowe nous dit je pense qu'Embiid et Simmons lui diront les choses en face quand il voudra foutre sa merde, pas comme Karl Anthony Towns ou Wiggins. Ça va être le feu. Il est d'accord avec toi, Erwan? Ben, j'espère en tout cas que c'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont quand même plus de charisme. Ils sont beaucoup plus affirmés, ce duo-là, que ne le sont Wiggins et Towns, qui d'ailleurs va être un problème pour les Wolves à moyen terme. Exactement. On enchaîne vite fait, Polo, les 2 autres commentaires, s'il te plaît, avant d'enchaîner sur autre chose. Alors, c'est Tom Lavish, peut-être le frère de Zach Lavinch, manque un poste 4 à Philly, genre un mec qui défend et prend des rebonds, qui a les crocs. Le pari Jukes au minimum salariat pour 1 an serait intéressant, même si c'est vraiment un pivot. Un 5 Jojo, Embiid, Jukes, si haut niveau, ce serait compliqué d'imaginer ça 2 postes 5, mais bon, c'est pas mal. Par contre, en 2020, il va falloir serrer les fesses. Alors, enchaîne sur le dernier commentaire, s'il te plaît. Alors ça, c'est le trade qui me confirme que l'idée des Sixers font de la merde depuis cet été. Au total, ils perdent Bellinelli, Ilyasova, Saric et Covington, que des mecs importants l'année dernière. Ce sont les Rockets de l'Est, une bonne saison, et ça se voit en haut de l'affiche. Wolves, le gagnant, est renforcé par de solides talents. Il y a Jérémy qui lui répond, sauf qu'il le remplace par Muscala, Chandler, Butler et Smith, donc ça va. Ouais, moi je suis plus de team Jérémy là sur ce qu'il dit. Cette argumentation se tient, mais il fallait aussi qu'il step up. Ça va vite à l'Est. Hein. Et quand Toronto récupère Kawhi Leonard, forcément, tout le monde doit s'adapter à ça. Quand on voit Boston, l'évolution des jeunes, les rookies qui explosent très vite. Tatum l'année dernière, Jalen Brown dans sa 2e année. Donc les mecs vont vite. Il faut aussi que trust the process, ok, mais il faut que Philadelphie s'adapte aussi à ses concurrents directs. C'est ce qu'ils ont fait pour moi. Très bien. On a fait le tour. Ça te va, Erwan, sur cette affaire? On va suivre avec. Je crois que leur premier match c'est ce soir ou demain. Donc on va suivre rapidement l'évolution de cette petite affaire. Vite fait du côté de Minnesota, on va se donner 2-3 minutes parce qu'il faut parler de cette franchise des Timberwolves. Donc Tom Thibodeau est toujours là. Il paraît qu'il était un peu forcé de faire ce transfert par son président qui n'aurait plus du tout confiance en lui. Hein, c'est ce qu'il se dit dans la coulisse. Donc il récupère Covington, il récupère Saric. Bayless pourrait être coupé, il est en fin de contrat, il a un contrat à 9 millions en cette fin de saison. Donc du coup, je trouve que c'est une belle évolution et c'est bien vu l'étendue des offres qu'il y avait. Houston, Miami, Washington étaient dans la danse aussi. Je pense que c'est une bonne contrepartie pour eux. Ouais, c'est une bonne contrepartie, mais le problème pour moi, il est là. Ils ont un bon soldat avec Covington, ils ont Saric qui était dans le dur sur ce début qui était un peu mieux depuis 2-3 jours, début de saison, mais qui avait peut-être l'association avec Towns sur un poste 4-5, ça peut être intéressant. Donc Gibson sur le banc du coup. Ouais, il paraît qu'il n'est pas contre l'idée d'aller sur le banc. C'est son rôle où il est le meilleur finalement partout où il est passé. Moi j'aimais bien en switcher à Chicago, j'aimais bien en switcher à OKC. Donc non, moi ça me va. Il a joué à OKC. Oui, il a joué une saison. Il est passé, il me semble. Sur un transfert. Donc voilà, maintenant moi le gros problème de cette équipe c'est le charisme, le leadership au-delà des stats de Karl Anthony Towns et d'Andrew Wiggins qui m'ont l'air d'être des trop gentils garçons. Ils peuvent évoluer. Ils sont à l'Est. Ils sont encore très jeunes. Ouais, mais... Ils sont très jeunes. Ouais. 20 piges, 20, ouais, mais tu sais, quand t'es un... Sans dire d'être méchant, mais j'ai trouvé quand même que là, dans cette gestion-là, ils ont été écorchés. Leur image a été un peu écorchée. Par contre, ils ont une vraie opportunité de rebondir là.
Tu vois, c'est-à-dire que là, si d'ici un mois, ça va mieux dans le jeu, dans les stats, tout de suite, on va dire, ah, ils ont quelque chose. Il faut être un peu tueur. Et puis, il faut. C'était leur équipe, surtout, je pense surtout à Karl Anthony Towns, c'est son équipe. Il a laissé quand même un mec rentrer chez lui, foutre le bordel, quoi. Rentrer dans son lit. Hein. Apparemment, il y a Sharknado qui nous dit D-Rose doit être le leader. Je ne sais pas ce que je leur souhaite aux Wolves. J'espère en ce moment. Il est très fort, mais si c'est lui qui prend le leadership et qui devient le meilleur joueur de l'équipe, c'est qu'il y aura quand même un problème, puisqu'il y a des gars qui ont des gros contrats à côté. Dernière question, Erwan, est-ce que tu penses que les Wolves doivent se séparer rapidos de Thibodeau? Oui. On avait fait un débat l'année dernière, notamment où tu t'étais un petit peu charclé avec Stephen Brun. Avec Stephen sur le fait que est-ce que Thibodeau casse des joueurs. Alors j'étais plus de ton avis pour dire que oui, mais en plus surtout j'ai l'impression et j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui c'est un mec qui n'est plus du tout en phase avec un basket moderne. C'est un basket un peu à l'ancienne, rustique, et je suis pas sûr que le discours passe encore. Et quand je vois comme il a géré ces dernières semaines le cas Butler, ça me dit rien qui vaille pour lui. Très bien. Il y a un dernier truc, c'est Timberwolves France qui l'a mis. Donc Minnesota a échangé Zach LaVine, Lauri Markkanen et Chris Dunn pour avoir Robert Covington, Saric, un second tour de draft 2002 et une année en playoff. Voilà ce qu'on pouvait en un an et demi. C'est une belle. Ils sont bien placés pour en plus pour le dire. Donc courage les amis. Courage. Bref, on a fait le tour de ce trade qui était très intéressant ce week-end. On va passer à un autre sujet qui fâche, celui de Carmelo Anthony. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur la deuxième vidéo qui s'enchaîne. Carmelo Anthony au Houston Rockets, c'est peut-être fini.